On s'est toutes et tous déjà retrouvés dans cette situation, je pense. Un projet de groupe qui démarre super bien, l'énergie est là, tout le monde est à fond. Et puis, un obstacle. L'imprévu qui coince tout. Et là, d'un coup, l'ambiance change. Certains se braquent, d'autres, ils attendent que ça passe. Et il y a juste une poignée de personnes qui essayent de trouver des solutions. C'est fou, on a l'impression d'avoir 4 réactions complètement différentes face au même problème. Comment on explique ça? C'est vraiment la question centrale. Et c'est ça qui est fascinant avec les documents qu'on analyse aujourd'hui. Ils sont tirés d'une formation sur la dynamique de groupe et ils proposent une sorte de grille de lecture pour ça. Un outil qu'ils appellent l'échéance des comportements. C'est pas juste de la théorie, hein, c'est une vraie carte pour naviguer dans ces moments de tension. D'accord, une carte. Donc l'idée, c'est qu'on va décortiquer ensemble cette fameuse échelle pour essayer de comprendre comment identifier ces comportements, bien sûr, mais surtout, comment on peut agir dessus. Comment on fait pour que le groupe n'explose pas à la première difficulté? C'est un peu ça notre mission du jour. Alors si on commence par le bas de l'échelle, le niveau qui plombe un peu tout. Le document l'appelle le comportement fermé et négatif. On le reconnaît tout de suite celui-là. C'est la personne qui va dire ça marchera jamais » ou le classique « on a toujours fait comme ça, pourquoi changer ?» Un vrai mur. C'est exactement ça, un mur. Et l'analyse qui en est faite est très juste, parce qu'elle montre que l'impact va bien au-delà de la simple mauvaise humeur. Ce n'est pas juste quelqu'un qui râle, c'est un blocage actif. Cette attitude, elle génère une frustration énorme chez les autres. Elle paralyse complètement les décisions. Et surtout, elle a un effet démoralisant qui se propage, comme un virus, quoi. C'est une force d'inertie qui peut saboter un projet de l'intérieur. Oh oui, c'est épuisant. Et juste au-dessus, alors, on trouve un comportement qui me semble plus ambigu. Le comportement passif. C'est moins direct, moins frontal. Ce sont des petites phrases comme je vais attendre de voir ce qui se passe » ou « si tu le dis », un simple haussement d'épaule. C'est une sorte de brouillard. C'est une excellente remarque, parce que c'est là que le modèle devient vraiment intéressant. Le comportement passif est souvent plus dangereux, justement parce qu'il est moins visible. Il n'y a pas de conflit, pas d'opposition frontale, mais en fait, ce comportement, il vide le groupe de son énergie. C'est comme un pneu qui se dégonfle tout doucement. Le document utilise une image très parlante, c'est un poids mort. Ça augmente la charge de travail de ceux qui essayent de faire avancer les choses, et ça étouffe la créativité. L'opposition, au moins, on peut la confronter. La passivité, c'est bien plus dur à saisir. Je vois, c'est l'énergie du vide. Heureusement, l'échelle monte. On arrive enfin du côté positif, avec le 3e niveau, le comportement constructif. Et là, l'ambiance change du tout au tout. On entend des choses comme « Comment est-ce qu'on pourrait améliorer ça ?» ou « J'ai une idée, qu'est-ce que vous en pensez ?» Ok, c'est un problème, travaillons ensemble dessus. On respire, enfin. C'est le point de bascule. C'est le moment où le groupe commence à vraiment exister en tant que collectif. Ce qui est passionnant, c'est que l'esprit critique est toujours là, mais il change de polarité. Au premier niveau, il était destructeur. On critiquait pour bloquer. Ici, il devient une force positive. On questionne pour améliorer. Les sources sont claires là-dessus. C'est le socle d'une équipe qui fonctionne. C'est le moment où le jeu commence à devenir un nous. C'est déjà un super objectif. Pour beaucoup d'équipes, je pense, atteindre ce niveau, ce serait déjà une victoire. Alors pourquoi il y a un 4e niveau? Qu'est-ce qu'il peut y avoir au-dessus de constructif? La différence me semble fine. Elle est fine, mais elle est absolument cruciale. Le sommet de l'échelle, c'est le comportement proactif. La différence, c'est un seul mot, l'initiation. La personne constructive, elle participe à la recherche de solutions. Elle est là, elle contribue. La personne proactive, elle, l'initie. Elle ne se contente pas de participer, elle prend les devants. Elle dit « voici un plan d'action que j'ai préparé » ou « je prends en charge cette partie, j'ai déjà contacté 2 personnes ». Elle anticipe le besoin. C'est un moteur. Un moteur, j'aime bien l'image. Donc on a nos 4 niveaux. Le mur fermé, le brouillard passif, le partenaire constructif et le moteur proactif, c'est très clair. Mais ce qui me frappe, c'est le gouffre entre le premier et le dernier. Passer de c'est foutu à je m'en charge, ça me paraît presque impossible. On peut faire ce grand écart? C'est exactement le point suivant. Et la réponse du modèle est un non catégorique. Et c'est peut-être l'un des enseignements les plus forts de ce document. Il y a un cheminement logique, une progression obligatoire. C'est fermé, passif, constructif, proactif. On ne peut pas sauter une étape. D'accord, mais ça me paraît très théorique. Dans la vraie vie, un coup de pression, une crise, ça peut forcer quelqu'un à passer de passif à proactif, non? Par pure nécessité. C'est une très bonne objection.
Un choc peut provoquer un changement de comportement. Temporaire, oui. Mais le modèle insiste sur un changement durable. Et pour ça, il faut construire la confiance à chaque étape. Essayer de faire passer quelqu'un de fermé à constructif d'un coup, c'est lui demander de faire un saut dans le vide. Le comportement fermé, ça cache souvent des peurs. Peur de l'échec, du jugement. Donc pour passer de fermé à passif, il faut d'abord créer un climat de sécurité. Un espace où la personne n'a plus besoin de se défendre. Juste l'amener à baisser les armes, c'est déjà une énorme victoire. Ok. La première étape, c'est le cessez-le-feu. Compris. Et ensuite, pour sortir du brouillard de la passivité, pour aller vers le constructif. Là, la clé, c'est la sollicitation et la valorisation. Il faut demander son avis à la personne, mais sans la forcer. Des petites questions. Et toi, sur ce point précis, t'en penses quoi? Et dès qu'il y a la moindre petite contribution, même minime, il faut la valoriser. Lui montrer que sa perspective a de la valeur. C'est ça qui va lui donner l'envie de s'engager un peu plus la fois suivante. Et j'imagine que pour le dernier saut, de constructif à proactif, c'est encore cette histoire de confiance en fait. Exactement. C'est la dernière marche. Quand une personne voit que ses idées sont non seulement écoutées, mais qu'elles sont prises en compte, ça lui donne la confiance pour, la fois d'après, prendre les devants. Chaque étape construit la fondation de la suivante. Vouloir sauter une étape, c'est construire un toit sans les lures. Ça s'effondre. D'accord. Donc, on a ces 4 types de personnes dans une pièce. Mon réflexe, ce serait de me dire que c'est une simple addition. Une personne négative annule une personne positive et on fait la moyenne. Mais le support de cours suggère un truc bien plus spectaculaire, non? Ah oui, complètement. Et c'est ça qui change tout. Ce n'est pas de l'addition, c'est de la multiplication. L'analyse soutient qu'une seule personne vraiment négative peut diviser l'efficacité de tout le groupe. Son impact est exponentiel. C'est ce qui mène à des dynamiques de cercle vicieux ou de cercle vertueux. Le cercle vicieux, je vois bien. C'est facile à imaginer, oui. Le comportement fermé crée de la frustration. Cette frustration contamine les autres, qui deviennent passifs. Moins d'engagement donc, moins de résultats. Et les mauvais résultats viennent valider la croyance de départ. Vous voyez, j'avais raison, ça ne pouvait pas marcher. La prophétie s'autoréalise. Mais à l'inverse, le cercle vertueux est tout aussi puissant. Une personne proactive obtient un petit succès. Ça génère de l'optimisme, ça motive les autres à devenir plus constructifs, et la machine s'emballe dans le bon sens. C'est vertigineux. Du coup, si on a une personne mûre dans l'équipe, mon instinct serait de la confronter, de lui prouver par A plus B qu'elle a tort. Et ce serait sans doute la pire chose à faire. C'est contre-intuitif, mais les documents insistent là-dessus. Il faut comprendre avant de convaincre. La première stratégie la plus importante, c'est l'écoute active. Face à quelqu'un qui dit « ça ne marchera jamais », au lieu de rétorquer, il faut poser des questions ouvertes. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Qu'est-ce qui t'inquiète? On cherche à comprendre la peur qui se cache derrière le non. C'est un changement de posture radical. Et ça doit s'accompagner d'autres choses, j'imagine. Oui, bien sûr, cette écoute doit aller avec ce que les sources appellent la valorisation constante. Et attention, pas des compliments vagues comme « bon travail », du feedback sincère et spécifique. Dire « pendant la réunion, j'ai vraiment apprécié que tu poses cette question sur le budget. Ça nous a aidé à être plus précis. » C'est ce genre de reconnaissance qui renforce les comportements positifs. D'accord. Et pour la personne passive, celle dans le brouillard, mon réflexe serait de lui donner une grosse responsabilité pour la réveiller, la secouer un peu. Et encore une fois, le modèle suggère l'inverse. C'est la stratégie de l'implication adaptée. Lui donner un gros dossier, ce serait la mettre en échec. L'idée, c'est de lui confier une tâche très précise, un objectif clair, atteignable. Un petit succès, puis un autre. Et on augmente progressivement la responsabilité à mesure que la confiance s'installe. Et tout ça, c'est chapeauté par le rôle du leader en tant que modèle. Un leader qui prétend tout savoir, il crée un environnement où personne n'ose être vulnérable. Le leader efficace, selon cette approche, c'est celui qui verbalise ses propres doutes, qui montre l'exemple d'une posture constructive. Il y a une citation de Galilée dans les sources qui résume ça à merveille. On ne peut rien enseigner à un homme, on ne peut que l'aider à le trouver en lui-même. Le but n'est pas d'imposer un comportement, c'est de créer les conditions pour qu'il émerge.